Vous avez été des millions à me demander cette vidéo. Oui, bon, peut-être pas des millions, mais vous avez été beaucoup, quoi. Et aujourd'hui, c'est enfin la critique sur Avengers Infinity War. Sur les 4-5 dernières vidéos que je vous ai mis en ligne, il n'y avait pas une seule vidéo où une personne ne me demandait pas de faire la critique. Et bien aujourd'hui, elle est là. Elle est là. Contente-toi, mon gars. Alors aujourd'hui, c'est la critique d'Avengers Infinity War. Je suis très content de vous la faire partager. Attendez. Je vous prie de m'excuser. Oh, ça va, on est à la cool, on est en détente. Par contre, c'est vrai que ça schmoute un tantinet, là. Enfin bref, pour vous donner le ton de la vidéo, je vais juste vous donner un mot qui va qualifier en gros ce que j'ai pensé du film. Et ce mot, c'est impressionnant. Impressionnant par rapport à Thanos, par rapport à tout ce qu'il sait faire, que ce soit avec ou sans le gant, donc avec ou sans les pierres de l'infini. Impressionnant par rapport aux scènes de bataille. Impressionnant et étonnant de la localisation de la dernière pierre. Évidemment, ce n'est pas un spoil puisqu'on nous l'avait annoncé que Avengers Infinity War serait le premier film qui mettrait en scène toutes les pierres de l'infini. Et sachant que la pierre de l'âme, on ne l'avait pas encore découvert, bah on l'a découvert. En tout cas, vraiment, si vous n'avez pas vu le film et que vous pensez savoir où est la pierre de l'âme, vous vous trompez. Mais alors à un stade, la dernière personne qui se serait autant trompée, c'est quand Amel Bent a sorti son premier album. Je n'ai qu'une philosophie. Enfin bref, c'est aussi impressionnant par rapport au jeu d'acteur et à l'importance de certains personnages. Et aussi impressionnant et audacieux par rapport à la fin. Parce que moi, à la fin du film, j'étais comme ça. C'est fini là ? Et je pense ne pas avoir été le seul dans ce cas-là. Après, c'est vrai que par rapport à tout ça, j'ai remarqué de nombreuses, pas forcément incohérences, mais des choses que j'avais à redire sur le film qui auraient pu être mieux faites. Parce que oui, j'ai eu le temps d'analyser un petit peu le film, parce que je l'ai vu 3 fois en une semaine. Je l'ai vu le jour de sa sortie, le lendemain et le dimanche. Donc en l'espace de 5 jours, je l'ai vu 3 fois. Et les choses que j'avais à redire par rapport au film, je ne les ai pas vues dès le premier visionnage. Je l'ai vu après en étant un petit peu moins euphorique. Euphorique, oui, évidemment, j'attends ce film depuis 10 ans. Donc les principales choses qui m'ont pas extrêmement plu, enfin ça peut concerner la mise en scène comme ça peut concerner l'esthétique du film. Par exemple, ce qui m'a vraiment dérangé entre guillemets, c'est certaines scènes où on voit Thanos pas très bien fait. C'est vrai qu'il y a des moments où t'as l'impression que les effets spéciaux, bon c'est pas du niveau de Justice League évidemment, une petite attaque personnelle ça fait toujours plaisir. Mais vraiment des fois c'est pas que ça se sentait, mais c'était que c'était clairement montré que c'était des images de synthèse. Quand on voit War Machine dans son armure sans son masque, on voit clairement que c'est du rajouté. Bah après ils peuvent pas faire autrement, parce que je connais personne qui vole dans une armure. Donc forcément il y a des effets spéciaux, mais je sais pas, dans ces moments-là, j'avais l'impression que Avengers 1 était en quelque sorte un peu mieux fait que le 3. Mais après, voilà, ce sont des détails, c'est pas ce qui va altérer mon engouement et mon admiration pour le film. Donc oui, pour ceux qui veulent vraiment savoir si j'ai aimé ou pas le film, je l'ai adoré. Là, vraiment, je pourrais pas dire si c'est mon film préféré du Marvel Cinematic Universe, mais en tout cas, il est dans les 3 premiers. C'est vrai que voir autant de super-héros qui ont, pour ma part en tout cas, bercé mon enfance, c'est-à-dire que j'ai grandi entre guillemets avec eux, j'ai évolué avec eux, bah les voir réunis tous ensemble dans un même film, que ce soit les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, et c'est tout. Bah les voir tous ensemble dans un même film, bah ça fait ultra plaisir et c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'ils avaient construit en 10 ans. Et heureusement, il y a la partie 2 qui va sortir l'année prochaine. D'ailleurs, vous allez être sûrement beaucoup à me demander ce que je pense du titre, et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, parce qu'il y a un titre qui serait sorti, qui aurait fuité. Après, je veux pas faire de fausses rumeurs, etc. Mais moi, j'ai une théorie sur le titre. Après, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, le film, c'était vraiment une claque. Ça te fait passer du rire aux larmes, vraiment. Même moi, qui d'habitude ne pleure quasiment jamais pour les films, là, quand tu vois des moments du film, tu peux pas te dire que les scénaristes sont humains. On peut dire que ce sont des gros bâtards. Non mais quand tu vois ce qu'ils font à certains personnages, tu te dis qu'il y a quelque chose de malsain. Donc forcément, bah t'as ta petite larmichette qui veut couler, mais comme t'es trop fier pour le montrer, bah tu la ravales. Y'a de quoi faire pleurer n'importe quel homme. Mais je suis pas n'importe quel homme. Remonte tout de suite, vilaine larme. Énormément plu.
Je ne sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas, il est dans les films que j'ai préférés. Après, ce que j'ai aussi aimé, c'est que j'avais peur que dans la bande-annonce, on nous montre tout le film, et que, avec ce qu'on nous montre, j'avais réussi à comprendre ce qui se passait, etc. Je suis content de voir qu'en fait, c'était pas que ce qu'ils avaient montré, et en même temps, dans un certain sens, ils ont également mis des scènes dans les bandes annonces qui ne sont pas dans les films, pour vraiment qu'au visionnage du film, on soit réellement surpris de tout ce qui se passe. Et ça vraiment, j'ai trouvé ça ultra cool et ultra sympa de leur part. Donc là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire la partie spoil. Désolé Thanos, j'ai pas signé ta charte anti-spoilage. Donc on va passer à la partie spoil, donc si vous n'avez pas vu Avengers Infinity War, je vous invite à dégager le plus rapidement possible. Si vous l'avez vu et que vous voulez savoir ce que je pense de certaines scènes précises du film, bien restez. Alors pour partir, je vous laisse le temps de boire cette bouteille vide. Ah, l'air marin, y a rien de mieux. C'était tout à fait incohérent. Alors, le film commence avec... Alors, le film est directement la suite de ce qui se passe dans la scène post-générique de Thor Ragnarok. Et je repense à cette personne qui, dans un groupe Facebook, m'avait dit que Loki n'avait pas récupéré le Tesseract. Alors toi, là, écoute-moi bien, petit saltimbanque. Mon gars, j'avais raison. Bref, dans cette scène, on est dans le vaisseau asgardien, et on a donc Thor qui a dû déjà se battre soit avec l'Ordre Noir, soit avec Thanos, parce qu'il est déjà à terre, et pratiquement tous les Asgardiens, à part Heimdall, sont morts. Ce qui me fait poser une petite question, où est Valkyrie? Et Korg? Et le petit Mikey? Oui, parce que n'oublions pas que c'était des personnages importants dans Thor Ragnarok, et là le fait qu'on ne voit même pas le personnage de Valkyrie, que ce soit en personnage vivant qui s'est... je sais pas, qui a dû s'éloigner avec des Asgardiens dans un vaisseau, ou que ce soit le fait que son corps soit à terre et qu'on comprenne qu'elle a été tuée. Non, il n'y a aucun indice qui laisse planer le doute sur son avenir et sur son sort. Donc on a le moment où Thanos affronte Hulk. Hulk qui est censé être le plus grand gladiateur, qui était le plus grand gladiateur en tout cas à Sakaar dans Thor Ragnarok. Et donc là on pense que Hulk va le défoncer. Et évidemment dans ma tête je me suis dit, Thanos, il doit se laisser faire. Alors déjà je savais pas que Thanos et Hulk ils faisaient à peu près la même taille. Donc moi je me suis dit, Thanos, montre enfin qui tu es! Tu n'es pas qu'un mec qui reste assis à regarder tout ce qui se passe. Tu n'es pas un mec qui ne met qu'un gant. Donc quand j'ai vu Hulk pousser Thanos contre les parois du vaisseau, je me suis dit, le petit bonhomme vert il va en chier. Et ça a pas loupé parce que, en fait, moi ce qui m'a impressionné c'est la rapidité des coups de Thanos, parce qu'il a une armure, il est assez compact. C'est-à-dire qu'il est grand et qu'il est vraiment stock et tout. Je sais pas si vous avez vu son bras, mais son bras c'est un peu mon corps. Hein. Et voir qu'il a une facilité de mouvement, que ses mouvements sont fluides et rapides, ça te montre l'impact et la force du personnage. Donc certains pensaient que Thanos c'était juste un mec rose qui a un gant avec toutes les pierres de l'infini et c'est ça son pouvoir. Non, lui c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en plus d'avoir le gant, il sait se battre. Et donc vraiment dans cette scène je pense que en montrant qu'il peut affronter Hulk et limite le tuer sans réel effort, ça montre qu'il n'a pas besoin des pierres pour dominer le monde, mais que le fait d'avoir les pierres, ça facilitera les choses. Évidemment, le moment où j'ai lâché une petite larmichette, c'est quand il tue Loki. Alors j'ai une théorie sur Loki, mais calmez-vous, je ne vais exposer aucune, en tout cas presque aucune théorie dans cette vidéo. Je vais sortir toutes les théories que j'ai en rapport avec Infinity War dans des vidéos annexes, c'est-à-dire que je parlerai en gros de ces théories dans cette vidéo, mais je ne vais pas les exposer précisément dans celle-ci. Je vais plus faire une vidéo, par exemple le sort de Loki comme j'avais déjà fait avec les petites théories, enfin plein de trucs comme ça qui, je pense, ça peut être plus intéressant et un peu moins long par rapport à cette vidéo. Donc quand Loki est mort, oui j'ai lâché j'ai essayé de pas la lâcher la ramichette, mais voilà quoi, je suis un homme, je suis sensible, merde! Et vraiment, voir que Thanos tue Loki avec une telle facilité, il le prend juste au cou comme ça, et oui quoi, c'est dur, parce que déjà juste avant il tue quasiment Hulk, après il tue Heimdall et après il tue Loki tout en ayant défoncé Thor juste avant. Donc ça t'annonce un petit peu le personnage. Et d'ailleurs heureusement Heimdall, avant de mourir, il a pris Hulk et il l'a envoyé sur Terre grâce à son pouvoir de créer des portails. D'ailleurs, le fait qu'Heimdall meure mais que Thanos ne récupère pas la pierre de l'âme fait que la théorie THANOS là avec Heimdall etc.
bah sa probabilité de chance que ça puisse se produire, bah ça s'amenuise. Parce que Heimdall n'avait pas du tout la pierre de l'âme. Et que je pense, encore une fois, que, en fait, en y repensant et en sachant maintenant où est la pierre, je comprends exactement leur stratégie, c'est-à-dire qu'ils ont laissé créer plein de théories sur tout ça et tout. Ils n'en ont pas du tout parlé, parce qu'ils auraient très bien pu dire que c'était ça ou ne pas dire que c'est, ou dire que ce n'était pas ça. Ils ont rien dit du tout par rapport à ça, et le fait que ce soit pas ça, bah, ça te dit, bah alors, en fait, elle est où la pierre? Parce que les seuls personnages qui pouvaient la voir par rapport au H, c'était Hela, mais elle est morte. C'était Heimdall, mais il est mort. À la rigueur, ça pouvait être Tony Stark dans son cœur parce que son père lui a dit dans une vidéo qu'il était sa plus belle création et que le père de Tony Stark s'appelle Howard et que Howard ça commence par un H. Ça pouvait faire le mot Thanos. Et en plus, c'est possible que cette théorie du Thanos, bah déjà, elle s'effondre avec ce film, mais c'est possible en fait que bah, les scénaristes et les réalisateurs du film n'aient pas du tout pensé à ce scénario, et donc le fait que Thanos montre Tesseract, bah là ça fausse, mais avec le A de Ether, le N de Necklace qui veut dire collier, etc., bah ça montre que peut-être que les réalisateurs n'avaient pas du tout imaginé ce genre de choses. Ou alors ils l'avaient imaginé et ils savaient que le H allait susciter énormément d'engouement et forcément, bah... on s'est tous trompés. Mais je reviendrai sur la pierre de l'âme un petit peu plus tard. Donc ensuite on suit Hulk qui arrive... sur Terre dans l'antre de Doctor Strange. Donc là on sait que donc, la météorite qui tombait sur Terre dans la bande-annonce, bah c'était Hulk. Donc ensuite on voit que le personnage de Bruce Banner prévient Doctor Strange qui va ensuite lui prévenir Thanos qu'il y a un danger qui arrive. À la suite de ça, on a une explication de ce qu'est une pierre de l'infini. Donc on a la rencontre entre les gros égos, que ce soit de Doctor Strange ou de Tony Stark. Après là, je suis en train de me dire que je vais décrire tout ce qui se passe dans le film. En fait, non, je vais pas décrire tout ce qui se passe dans le film, je vais décrire juste les moments important. Bon, en fait, si, je vais décrire tout le film parce que pratiquement tout le film est important. Bref, ensuite, il y a Dwarf et Ebony Maw qui sont donc les enfants de Thanos qui font partie de l'Ordre Noir, qui arrivent sur Terre avec donc le vaisseau. C'était bien un vaisseau, c'était pas un portail. Donc, qui arrive avec le vaisseau circulaire qu'on voit donc dans la bande-annonce qui se trouve à New York. Et donc, on a un affrontement avec Wong, Tony Stark et Doctor Strange. On a également Bruce Banner qui est là, mais Hulk en fait semble avoir peur de sortir et de se prendre encore de se faire défoncer quoi. Et je crois qu'il y a plein de gens qui ont été déçus de ne pas voir Hulk dans le film, mais d'un côté, je comprends en fait. Parce que on a toujours montré Hulk comme le mec qui ne perd jamais. Et là en fait ça va dans la continuité de Thor Ragnarok, parce que dans Thor Ragnarok on voyait un Hulk assez enfantin. Oui vraiment on avait l'impression que c'était un enfant. Et là de voir qu'il s'est fait battre, c'est un peu comme un enfant qui par exemple qui joue au foot. Quand il se fait battre par une équipe, à cet âge, quand t'as 6-7 ans, en général, forcément il y a des gens qui ont la niaque quoi. Mais quand tu perds un match, genre par exemple 10-0, le premier sentiment que t'as, c'est d'arrêter le foot. Après je dis ça mais il y a peut-être des enfants de 6-7 ans qui regardent la vidéo, bon ça sera assez étrange, mais qui eux quand ils ont perdu 10-0, ils ont continué à jouer. Après moi je vous dis de persévérer et de continuer de faire ça hein. Mais je pense que Hulk lui il est dans cette optique de j'ai perdu, je me suis fait défoncer, j'arrête. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne sort pas, parce qu'il a peur. Donc on a l'affrontement entre tous ces personnages. On a également Spider-Man qui arrive à ce moment-là pour sauver un peu Iron Man d'un énorme coup de Dwarf. Et ensuite Dwarf est envoyé dans un pays où il y a de la neige, donc c'est peut-être potentiellement l'Alaska, le Canada, l'Himalaya ou l'Antarctique, je sais pas exactement où il est, de toute façon on n'explique pas vraiment. Il est envoyé là-bas par Wong. Et ensuite, Tony Stark va essayer de récupérer Doctor Strange qui a été affaibli par Ebony Maw, qui a été aspiré par le vaisseau avec sa cape et avec Spider-Man. Sauf que Spider-Man, lui, a réussi à ne pas entrer dans le vaisseau et donc est sur le vaisseau. Et c'est à ce moment-là que Tony Stark envoie le nouveau costume de Spider-Man qui est un petit peu plus robotisé, un petit peu... c'est l'Iron Spider, quoi. Donc c'est vraiment une sorte d'Iron Man bis, d'armure un peu différente de ce qu'on avait vu déjà avec Spider-Man. Et donc Iron Man et Spider-Man ainsi que Doctor Strange et sa cape sont dans le vaisseau d'Ebony Maw. Et ensuite par rapport à ça ils vont réussir à éjecter Ebony Maw du vaisseau pour ensuite aller directement sur la planète Titan, parce qu'on sait que Thanos veut les pierres et que Doctor Strange possède celle du temps. C'est pour cette raison que l'Ordre Noir est descendu sur Terre, donc pour récupérer la pierre du temps. Et donc dans ce vaisseau, on a Doctor Strange qui dit clairement à Iron Man que s'il fallait sauver soit Iron Man ou Spider-Man, soit la pierre du temps,
bah il sauverait sa pierre et il en aurait rien à faire des autres parce que il est le gardien. En gros, je pense qu'il a prêté serment et il est le gardien de la pierre. Donc il se doit de la protéger coûte que coûte. Ensuite, on arrive aux gardiens de la galaxie qui, eux, en fait, ont reçu le signal d'alerte qui avait été lancé par les Asgardiens au tout début du film, et donc ils vont voir s'ils peuvent encore sauver des gens, et c'est à ce moment-là qu'ils rencontrent Thor. Et Thor sait que pour vaincre Thanos, il aura besoin de sa puissance, que ce soit la puissance du tonnerre ou de sa force surhumaine, plus un nouveau marteau, parce que n'oublions pas que dans Thor Ragnarok, Thor perd son marteau. Plutôt, il a été détruit. Donc Thor part avec Rocket et Teenage Groot sur l'étoile, je crois que c'est Nidavellir ou Nivadelir. Et donc par rapport à la rencontre entre Thor et les gardiens, bah Thor leur annonce que Thanos recherche les pierres et que la prochaine pierre que Thanos va récupérer, c'est la pierre de la réalité qui est chez le collectionneur, qui a été donnée par Sif et Volstagg à la fin donc, de Thor le monde des ténèbres dans la scène post-générique. Et donc pendant que Thor, Rocket et Groot partent pour l'étoile pour récupérer la nouvelle arme de Thor, on a les gardiens qui vont récupérer la pierre de la réalité. Et pendant ce temps-là, on a Proxima Midnight et Corvus Glaive qui vont essayer de récupérer la pierre de l'esprit à la vision. Ce qui va être sauvé par les Avengers clandestins parce qu'ils n'ont pas signé les accords, ou plutôt ils les ont signés mais ils les rejettent comme Black Widow. Évidemment ceux qui n'ont pas signé l'accord, bah, c'est le Faucon et Captain America. Et donc, on a ces personnages-là qui sauvent la Vision, mais la Vision est extrêmement affaiblie. Et donc, ils décident d'aller au Wakanda pour se protéger et pour essayer de réparer la Vision. Donc ensuite, on a les Gardiens de la Galaxie qui vont essayer de récupérer la pierre de la réalité, sauf qu'ils tombent sur Thanos qui a altéré la réalité et que Gamora pense avoir tué. Et on comprend parfaitement que Thanos sait que Gamora sait où est la dernière pierre. Et c'est pour ça qu'il l'emmène avec lui. Oui, là, vraiment, je synthétise parce que j'ai l'impression là que la vidéo va durer 1 heure. Et donc, une fois arrivé sur le vaisseau de Thanos avec Gamora, Gamora se rend compte qu'en fait, il a Nebula et qu'il la torture entre guillemets parce qu'il veut savoir où est la pierre de l'âme. Et bah à la fin, Gamora finit par lui dire où elle est. Et où est la pierre de l'âme? Elle est sur une planète qui s'appelle Vormir. Et qu'est-ce qu'il y a sur la planète Vormir? Bah il y a la pierre de l'âme, comme je viens de le dire. Sauf qu'il y a un gardien de la pierre. Et c'est là où, dans la salle, j'ai crié de joie parce qu'on voit un personnage que... Enfin, je savais qu'il allait revenir à un moment ou à un autre, je ne savais pas quand, mais personne ne me croyait, personne ne pensait qu'il allait revenir, et il n'y avait que moi qui pensais qu'il n'était pas mort, et donc on comprend que le gardien de la pierre, c'est Crâne Rouge. Crâne Rouge qui en gros considère qu'il a été exilé par la pierre de l'espace pour tous ses agissements, et donc il est un petit peu le gardien de la pierre comme l'est Doctor Strange. Et il dit à Thanos et Gamora que pour avoir la pierre de l'âme, il faut que la personne qui veuille la pierre de l'âme fasse un sacrifice d'une personne qu'il aime. Et c'est pourquoi Thanos jette Gamora du haut de la falaise, il y a une sorte de flash, puis Thanos récupère donc la pierre de l'âme. Ensuite, on a Nebula qui a réussi à se libérer de son emprisonnement et qui envoie un message à Mantis en lui disant d'aller sur Titan. Titan qui est la planète où vont les Avengers, et c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Donc ils établissent un plan, etc. Et vient le moment où Doctor Strange essaye de voir l'avenir. Il envoie, si je me souviens bien, je crois que c'est 14 635. 14 635 futurs possibles pour ce qui est arrivé. Et il y en a un seul qui pourrait faire que les Avengers réussissent. Mais on ne sait pas de quoi il en est. Et donc Thanos arrive sur la planète, et bah là il y a un affrontement ultra stylé entre tous les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Et c'est à ce moment-là que moi je me dis que Star-Lord, il est vraiment... Mais... j'ai pas de mots. Parce qu'ils ont tous réussi à maîtriser Thanos. On a Doctor Strange qui le maintient avec des cordes cosmiques. On a Drax qui lui tient la jambe. On a Mantis qui réussit à l'endormir. Et on a Iron Man et Spider-Man qui pendant ce temps-là essayent de retirer le gant à Thanos. Et là après... t'as Star-Lord qui arrive et qui demande à Thanos où est Gamora. Et là ça part en couille. Parce qu'il comprend que Gamora meurt et là il gâche tout. Au moment où Spider-Man réussit à tirer le gant, vraiment il a réussi à le retirer, Star-Lord donne des coups à Thanos, ce qui le réveille. Il récupère le gant au dernier moment, il le remet. Et là il s'énerve. Et ça a été aussi un autre moment qui m'a fait le plus mal au cœur. C'est quand... honnêtement, je m'y attendais tellement à ce qui se passe, qu'il y ait un dénouement comme ça, au vu de la musique, au vu de la scène de combat qui durait assez longtemps entre Thanos et Iron Man. Je savais que Thanos allait transpercer Iron Man. Il l'a transpercé, je me suis dit, putain, non, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Il peut pas tuer Iron Man. Par contre, moi, ce que je trouve ultra intéressant,
c'est que Iron Man arrive à rivaliser avec Thanos quand même. Son armure est tellement plus intelligente, il a confectionné de nombreux nouveaux gadgets qui lui permettent d'être beaucoup plus fort. Et par exemple, il a eu l'idée de s'ancrer dans la terre pour avoir plus de puissance, pour après créer des points un peu chelous pour avoir plus de puissance pour frapper Thanos. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Son armure est vraiment très cool à Iron Man. Mais le moment où il le transperce, je me suis dit c'est la fin d'Iron Man, je suis vraiment ultra triste. J'étais vraiment ultra triste à ce moment-là. Et là, c'est là que j'ai pas trop compris ce qui se passait parce que Doctor Strange donne la pierre du temps à Thanos à ce moment-là pour épargner la vie de Tony Stark. Donc, est-ce que... Non, bon, je laisse les théories pour les prochaines vidéos, mais de toute façon, vous savez ce que je vais dire. Mais voilà, est-ce que... En gros, je vais vous dire en gros ce que c'est. Est-ce que Doctor Strange n'aurait pas donné la pierre du temps parce que c'est ce qui devait se passer dans dans le déroulé du futur où il gagnait. Et peut-être que Tony Stark est la clé. Et c'est pour ça qu'il lui donne. Parce que n'oublions pas que juste avant, il avait dit qu'il ne donnerait jamais la pierre, même si c'est pour sauver que ce soit Iron Man ou Spider-Man. Et donc pendant ce temps-là, sur Terre, on a les Avengers qui arrivent au Wakanda, qui est protégé par une sorte de dôme électrifié, je ne sais pas, enfin impénétrable en gros. Et c'est à ce moment-là que Proxima Midnight et Dwarf, qui est revenu de... Je sais pas comment il est revenu d'ailleurs, mais il est revenu avec une nouvelle main parce qu'il avait la main coupée quand Wong a fait le portail, etc. Et c'est là où pour moi il y a une énorme incohérence, ou alors, enfin, je trouve pas ça logique. Parce qu'ils sont en gros, il y a l'armée du Wakanda, et ensuite il y a genre entre, on va dire 500 mètres jusqu'au dôme, là où le dôme s'arrête. Donc, je crois qu'il y a Captain America, Black Widow et Black Panther qui vont vers les deux antagonistes, donc Dwarf et Proxima Midnight. Et en gros, ils se parlent, ils disent que d'un côté, au Wakanda, ils vont tout faire pour le protéger, et de l'autre, ils vont tout faire pour rentrer. Sauf que le plan d'après, moi, m'a choqué parce qu'on voit la distance qu'il y a entre les personnages qui sont vers le dôme et le reste de l'armée. Et la seconde d'après, on a les personnages qui étaient devant du dôme qui sont directement dans l'armée. Ils reviennent là tout de suite. T'as l'impression qu'ils se sont téléportés. Parce que en si peu de temps, ils auraient dû courir. Et je les vois pas essouffler, moi. Même pas une petite goutte de sueur. C'est vraiment ce genre de passage que j'ai trouvé pas vraiment très cohérent. Et donc on a d'un côté les Avengers qui affrontent les Outriders et donc les deux personnes de l'Ordre Noir, mais de l'autre côté, en fait, on a Shuri qui essaye de réparer la vision, tout en essayant en fait de lui extraire la pierre de l'esprit pour qu'il puisse toujours vivre, même sans. Sauf qu'il y a un troisième membre de l'Ordre Noir qui arrive et qui essaye de tuer la vision. Et donc il y a un combat entre la vision et donc le mec de l'Ordre Noir. Et pause au Wakanda. Je vais faire une pause et je vais parler de Thor maintenant. Donc ensuite, on suit Thor qui, avec Rocket et Groot, vont sur Nidavellir, ou Nivadelir, je ne sais pas comment ça se prononce, pour créer la nouvelle arme de Thor. Et il rencontre donc le nain Eitri, qui a conçu le gant de l'infini. Et le fait qu'on voit Non, pareil, ça je vais le laisser pour une autre théorie, pour une vidéo annexe. C'est frustrant, hein. Et donc oui, on comprend que c'est Eitri qui a confectionné le gant de Thanos. Et depuis ce temps-là, eh bien, l'étoile sur laquelle ils vivent, elle ne fonctionne plus, disons qu'elle est morte. Sauf que Thor a besoin de l'énergie de cette étoile pour créer sa nouvelle arme, pour faire fondre le métal qui pourrait créer sa nouvelle arme. Métal et arme qui pourront créer une sorte de portail comme le Bifrost. C'est-à-dire que Thor, avec son arme, n'aura plus besoin d'Heimdall, en gros, de toute façon il est mort, mais il n'aura plus besoin d'Heimdall pour aller quelque part. Et donc Thor arrive à réparer la forge, mais il est extrêmement affaibli parce qu'il, en gros, il a été brûlé par la lumière de l'étoile, en gros. Et donc Eitri réussit à créer l'arme qui sera une hache qui s'appelle le Stormbreaker, sauf qu'il ne sait pas où elle mange. Et Thor est vraiment extrêmement affaibli, on a l'impression vraiment qu'il va mourir, sauf que Groot coupe son bras pour faire un manche à l'arme. Et pareil, nouvelle incohérence, Thor et donc Rocket et Groot arrivent sur Terre au Wakanda. Comment Thor savait où étaient les personnages? Enfin, comment il savait où se passait la guerre? Il n'a aucune idée de ce qui se passe sur Terre. Donc peut-être qu'il a essayé à plusieurs endroits, etc. et qu'il a vu aux informations qu'il se passait un truc là-bas. Mais enfin, je trouve pas ça très cohérent. Bon, c'est vrai que ça c'est le meilleur moment du film et enfin, je trouve ça ultra stylé quand Thor arrive au Wakanda et
Bah, voilà, il défonce tout. Enfin, l'image est extrêmement belle. Bon, peut-être que c'est pas ultra bien fait encore une fois, mais l'image est magnifique quand tu vois la posture qu'il a. Il est tellement stylé, etc. que bah c'est la scène que je préfère du film. Et donc revenons-en donc au Wakanda, de toute façon on y est déjà, avec le combat entre la Vision et Corvus Glaive. La Vision qui va se faire tuer par Corvus Glaive, mais qui est sauvée par Captain America de justesse. D'ailleurs oui, Captain America fait partie de ces personnages qui m'ont pas vraiment déçu, mais je m'attendais à plus, parce qu'il y a énormément de personnages et on le voit que très peu à l'écran, mais je crois que les personnages qu'on ne voit pas beaucoup à l'écran dans Avengers 3, on les voit beaucoup dans... Enfin, on les voit un peu plus dans Avengers 4, et c'est ça qui... Enfin, ça compense un peu les choses. Et donc la Vision et Captain America réussissent à tuer Corvus Glaive. Ensuite, on a Dwarf d'un côté qui affronte Hulkbuster, et dans Hulkbuster, il y a justement Bruce Banner, qui c'est un peu... comment dire, c'est un peu pour montrer que Hulk... ou plutôt Bruce Banner n'est pas que Hulk, il peut se défendre par lui-même. Donc il réussit à tuer Dwarf en l'envoyant donc sur... dans le bouclier électromagnétique ou je ne sais quoi là, ce qui permet de le faire détruire. Et Proxima Midnight meurt avec Scarlet Witch qui la jette sur une sorte d'énorme roue. Et à ce moment-là, on a Thanos qui arrive au Wakanda juste pour récupérer la dernière pierre, qui est la pierre de l'âme. La pierre de l'esprit. Et en fait, avec la pierre de l'âme, La pierre de l'esprit, bordel! il n'aura juste qu'à claquer des doigts et la moitié de l'univers disparaîtra. Et donc, il n'affronte même pas les Avengers, il ne fait que les repousser. Il n'en a absolument rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est la Vision et récupérer la pierre de l'esprit. Sauf que la Vision demande à Scarlet Witch, qui est son idylle, de détruire elle-même la pierre parce qu'il sait que avec le pouvoir que la sorcière rouge a en elle, elle est capable de détruire la pierre et donc d'empêcher Thanos de détruire la moitié de l'univers. Donc elle réussit à détruire la pierre et à repousser Thanos en même temps. Cette scène est ultra stylée et pareil, c'est ultra triste aussi parce qu'en gros, tu sais que Scarlet Witch va tuer la Vision et elle réussit à détruire la pierre. Sauf que c'est là où Thanos est encore plus sadique que ce qu'on avait déjà vu. Thanos parle à Scarlet Witch en disant que c'est pas grave, que c'est ce qu'elle devait faire ou je ne sais quoi. Sauf que Thanos utilise la pierre du temps pour retuer une nouvelle fois la Vision, sauf que là il a la pierre de l'esprit pour la mettre sur son gant. Et au moment où il met la pierre sur son gant, il y a Thor qui arrive. Oui, évidemment, il aurait pas pu arriver plus tôt, lui, et qui jette son Stormbreaker vers Thanos, et en fait, on voit que le Stormbreaker est l'arme qui vraiment arrive à rivaliser avec le pouvoir des pierres, parce que les pierres ne font absolument rien sur l'arme, et elle vient se planter en Thanos. Sauf que c'est à ce moment-là que Thanos claque des doigts, et là on comprend qu'il a tué la moitié de l'univers. Sauf qu'on a une scène avec Gamora qui est petite en lui disant en gros t'es content de ce que t'as fait, t'as vu ce que t'as fait, etc. À ce moment-là c'est bizarre parce que on a le gant qui est tout défoncé, il est tout... Enfin il y a juste les pierres qui sont toujours là, mais comme si le gant ne pouvait pas recevoir autant de puissance d'un coup, et ce qui fait que ça l'a un peu détruit. Et donc là, à ce moment-là, on voit la moitié de l'univers qui part en fumée, vraiment, un peu comme Voldemort dans Harry Potter 7 partie 2. Donc ça touche pratiquement tout le monde, on a Bucky, on a Black Panther, on a le Faucon. En gros, il y a énormément de personnages qui partent, que ce soit donc sur Terre ou même sur la planète Titan, là où sont les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Et par rapport à la planète Titan, il y a juste 2 personnages qui restent, donc qui sont toujours en vie après le fait que Thanos ait claqué des doigts, c'est Nebula et Tony Stark. Et le moment où Spider-Man meurt, ça m'a fendu le cœur, et même aujourd'hui, enfin, même quand je l'ai vu une 3e fois, j'étais pratiquement en larmes parce que c'est ultra triste ce qui se passe, et t'as l'impression que tu peux rien faire face à ça, et en plus il joue ultra bien, et apparemment c'était une scène qui n'était même pas écrite, et c'est une sorte d'improvisation du personnage. Donc on a sur Titan juste Tony Stark et Nebula, et sur Terre on a War Machine, on a Rocket, Black Widow, Bruce Banner, Steve Rogers et Thor. Je crois que c'est tout. Non, il y a également M'Baku et Okoye qui sont toujours là. Black Panther, lui, a disparu, pareil que pour Groot, etc. Donc ce sont les seuls qui restent. Et il y a Rocket aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, Rocket, mais il y a Rocket aussi qui est là encore. Le film se finit comme ça aussi, avec donc Thanos qui part après tout ça et qui a accompli ce qu'il voulait, donc il sourit. Et ça, c'est encore plus frustrant. T'as l'impression que vraiment rien ne l'arrête. Et il est tellement puissant et fort que t'as beau faire tout ce que tu veux, t'arriveras jamais à le vaincre. Et donc après, il y a la scène post-générique que j'ai pas forcément beaucoup appréciée,
Parce que honnêtement, je connais pas énormément de choses sur le... Je connais Captain Marvel, mais je ne connais pas vraiment ce qu'elle est capable de faire, et si elle est si puissante que ça. Mais vraiment, comme il l'annonce, en tout cas, je m'annonce à un personnage de fou. Parce qu'il nous annonce qu'en gros, c'est elle qui va sauver tout le monde et qui va faire en sorte que Thanos ne soit qu'un souvenir. Donc vu comment il nous l'annonce, j'attends énormément du film. Et du personnage. Et donc voilà, c'est la fin de cette critique qui a plus été une sorte de description de film. Je suis désolé vraiment si la vidéo a duré trop longtemps, mais voilà, j'étais dans mon truc et j'ai parlé comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez aimer, ne pas aimer, commenter, ne pas commenter, partager, ne pas commenter. Non, j'ai déjà dit commenter, ne pas partager plutôt, ou vous abonner ou ne pas vous abonner. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Moi ça me fait toujours plaisir de faire ces vidéos là. J'espère en tout cas que celle-ci n'aura pas été trop longue. Et je me demande si vous n'êtes pas un peu déçus de ne pas savoir qui a été mon personnage préféré. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera dimanche dans un film à personnage qui sera lié à Avengers Infinity War. Et voilà, bah j'ai plus qu'à vous proposer de passer une bonne soirée, de passer une bonne nuit, de passer un bon dimanche si vous regardez un dimanche, ou un bon jeudi si vous passez un jeudi. Et bien moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine.